Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire sur le label bas carbone. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques petits points techniques, ce qui va permettre aux derniers participants là, de se connecter. Je vois que ça grimpe encore le nombre de connexions. Là, vous êtes plus de 150. On va attendre que ça se stabilise à peu près pour rentrer dans le dur, du coup, quelques petits points techniques. Donc, comme vous avez dû le remarquer, vos micros et vidéos sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, il y a une rubrique questions sur ce qui va s'afficher sur votre écran. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à faire des commentaires également. On va regarder dans tous les cas tout ça avec attention. On prévoit par ailleurs 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à quelques-unes des questions. On n'aura bien sûr pas le temps de pouvoir tout balayer, mais l'ensemble des questions permettront d'alimenter le FAQ sur le label bas carbone qui est présent sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, c'est vraiment utile pour nous que vous posiez toutes les questions et n'hésitez pas. Et point d'information aussi, pour ceux qui n'avaient pas pu assister aux deux premiers webinaires, sachez qu'ils sont en ligne sur le site du 4CE. Donc, il y a les liens qui sont sur la slide qui doivent s'afficher là. N'hésitez pas à les parcourir. Normalement, ce webinaire peut être compréhensible en l'état. Il ne suffit pas de prérequis particuliers, mais il y a certains points sur lesquels on ira un peu vite parce que ça avait déjà été vu dans les webinaires précédents. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et donc, pour rappel, sur cette série là de webinaires, il y en aura encore deux autres qui vont arriver la semaine prochaine, qui sont dédiés aux méthodes qui ont d'ores et déjà été validées. Donc, il y a le 6 juillet une présentation par le CNPF des méthodes forestières et le 7 juillet une présentation par l'IDEL de la méthode carbone agri. Voilà, bon là, on approche les 200. Je pense qu'on on va démarrer, histoire de finir dans les temps. Donc, ce webinaire, il est consacré au financement des projets et donc le déroulé sera le suivant. On va faire un rappel des garanties qu'apporte le label pour les financeurs. Donc, ça, c'est la partie sur laquelle on va aller un petit peu vite. Et donc, vous pourrez vous référer au précédent webinaire pour avoir plus d'informations. Ensuite, on verra donc qui peut financer ces projets, comment choisir un projet, quand et comment financer, et enfin, comment communiquer sur les projets financés. Et pour cette présentation, donc ça sera en binôme avec ma collègue Julia Grimaud du 4CE, et puis il y a également Dimitar Nikov du bureau marché carbone du MTS qui est parmi nous et qui répondra avec nous aux questions à la fin du webinaire. Alors, commençons avec donc les garanties apportées par le label bas carbone auprès des financeurs. Donc, pour rappel, le label bas carbone apporte des garanties sur les réductions d'émissions générées par un projet. Donc, il permet de labelliser les réductions d'émissions qu'on compare par rapport à un scénario de référence. Le scénario de référence étant un scénario théorique qui correspond à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le revenu carbone. Donc, ce qui est labellisé par le label, c'est en gros l'air entre les deux courbes assuré en vert. Et il apporte un certain nombre de garanties, de critères de qualité. Donc, peut-être celui le plus important d'un point de vue financeur, c'est le critère d'additionnalité. Donc, le critère d'additionnalité, l'objectif, c'est de démontrer que le projet n'aurait pas pu se faire sans l'incitation carbone. Et donc, ça apporte des garanties sur le fait que chaque euro dépensé vers un projet labellisé, c'est des euros qui ont bel et bien permis de déclencher une action, qui ne se serait pas faite sans ce financement et qui permet derrière d'avoir un réel impact climatique et environnemental évalué et donc vérifié par un auditeur. Donc, ouais, c'est peut-être celle à retenir d'un point de vue financeur. Et sur les autres critères, je vais passer un peu vite dans la mesure où ça avait déjà été vu. Mais donc, il y a l'obligation de suivre les émissions et la séquestration générées par les projets tout le long du projet de manière transparente et en se référant au cahier des charges en fait qui est indiqué dans les méthodes carbone validées.
l'obligation de faire vérifier les projets par un auditeur, et les réductions d'émissions ne sont reconnues qu'une fois que l'audit a été réalisé. Il y a le critère de traçabilité des réductions d'émissions. Donc ça passe par un registre qui est tenu par le ministère, avec pour principal objectif de s'assurer qu'une même réduction d'émissions n'est pas revendue plusieurs fois à plusieurs financeurs différents. Il y a le critère aussi de permanence qui est particulièrement important, enfin qui en tout cas qui est important et qui correspond au projet de séquestration carbone, qui présente un risque de relagage du carbone dans l'atmosphère. Et donc, pour gérer ce risque de non-permanence, il y a un rabais qui est appliqué pour ce type de projet à hauteur du risque. Donc, ça peut être par exemple des risques d'incendie de forêt, de tempête, de retournement de prairie, ce genre de choses. Ce qui est important aussi à noter, c'est que certes, donc c'est un projet avec un gros focus carbone comme son nom l'indique, mais les co-bénéfices sont pris en compte. Alors, à minima, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'impact négatif sur d'autres enjeux environnementaux et socio-économiques. Et par ailleurs, il y a une forte incitation à évaluer ces co-bénéfices à travers indicateurs qualitatifs ou quantitatifs qui sont adossés à la méthode de calcul carbone dans le cadre des méthodes qui sont validées. Et donc pour pas qu'il y ait de confusion et pour bien comprendre, donc le label bas carbone, ça certifie des réductions d'émissions associées à un projet et ça labellise pas en revanche une technologie, une exploitation agricole, une entreprise ou un produit. Il ne permet pas de dire ce produit est bas carbone, il permet de dire ce projet a réduit de temps les émissions par rapport à un financement de référence. Voilà. Donc ça, c'est le fameux schéma qui résume les objectifs du label bas carbone. Donc, comme je disais, il y a bien d'une part donc s'assurer que les projets ont bien réduit les émissions, qu'il y a eu un réel impact climatique et environnemental au travers des co-bénéfices et apporter des garanties sur l'efficacité du financement, voilà, que l'effet d'aubaine est limité au maximum et que chaque euro est dépensé utilement vers des projets qui contribuent à atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Alors, qui finance ces projets? Alors, tout le monde peut financer ces projets, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises. Tout le monde peut être amené à financer ces projets-là, sachant que dans tous les cas, en tout cas à l'heure actuelle, c'est dans le cadre de démarches volontaires. Et ça peut être dans différents types de démarches volontaires. Donc, par exemple, pour une entreprise, ça peut être dans le cadre d'une démarche de compensation pour celles qui ont des objectifs de neutralité carbone et qui cherchent à acheter autant de réduction d'émissions qu'elles émettent de gaz à effet de serre elles-mêmes. Ça peut être aussi pour flécher des financements dans la chaîne de valeur pour les entreprises qui ont des objectifs de réduction d'émissions sur l'ensemble de leur chaîne de valeur et qui sont amenées à aider à financer des projets de réduction d'émissions sur leur amont, sur leur aval. Le label bas carbone peut permettre de flécher donc vers ces financements vers des projets à impact. Ça peut être dans le cadre d'une démarche de contribution à l'effort collectif pour atteindre la neutralité carbone. Dans ce cadre-là, les entreprises ne cherchent pas forcément à financer autant de réduction d'émissions qu'elles émettent. Ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus que ce qu'elles émettent. Et ce qui est important de préciser, c'est que le label bas carbone, c'est bien un label projet. Donc, il apporte les garanties sur le projet, mais pas sur la stratégie climat de l'entreprise. Le label bas carbone apporte pas les garanties qu'une entreprise est neutre, qu'elle a une stratégie climatique alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. C'est pas du tout l'objet du label bas carbone. Et ça, c'est fait par d'autres initiatives complémentaires au label bas carbone. On en a cité quelques-unes. Il y a Net Zero Initiative de Carbone 4 qui propose une définition de ce qu'est ce que doit être la neutralité carbone pour une entreprise. SBT sur les trajectoires de décarbonation pour une entreprise. ACT propose des indicateurs pour voir si une entreprise est alignée ou non avec ses trajectoires de décarbonation. Voilà, donc là, c'est vraiment des démarches entreprises, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, du label bas carbone. Alors, le label bas carbone, donc, il certifie des projets uniquement sur le territoire national. Donc, a priori,
il va plutôt intéresser des acteurs français, même si le financement de projet est ouvert à l'international. N'importe qui vraiment peut financer des projets en France. Mais c'est des projets en France et donc c'est en ce sens assez complémentaire à des labels existants au niveau international comme Vera ou Gold Standard qui eux vont plutôt certifier des projets dans les pays en développement. Et donc on rappelle que ces projets labellisés par le label bas carbone ont vraiment pour objectif de contribuer aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et donc, comme je le disais, c'est ouvert donc à tout le monde, mais c'est uniquement dans le cadre de démarches volontaires, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc, ça ne peut pas se faire. En tout cas, c'est pas éligible dans le cadre du marché européen d'échange de quotas, dans le cadre de Corsia, le mécanisme de compensation de l'aviation, et c'est pas relié à l'article 6 de l'accord de Paris. Et petit rappel aussi, ça avait déjà été évoqué plusieurs fois précédemment, mais donc les réductions d'émissions ne sont pas cessibles. Une fois qu'elles sont achetées par une entreprise, une collectivité ou un particulier, elles ne peuvent pas être échangées ou revendues par la suite. L'objectif derrière, c'était d'éviter les risques de fraude ou de spéculation. Alors cette slide, je vais la passer rapidement. L'objectif, c'était surtout de dire que le label bas carbone, c'est pas une démarche isolée en Europe, qu'il y a plusieurs pays qui ont mis en place un cadre de certification carbone domestique. Donc le pionnier en Europe, c'est le Woodland Carbon Code au Royaume-Uni, qui est le principal label au niveau européen et qui couvre uniquement par contre les projets forestiers. Donc c'est peut-être une spécificité du label bas carbone, c'est qu'il est multisectoriel. Voilà, donc je vais passer vite. Vous avez en tout cas les noms des labels européens qui s'affichent. Vous pourrez aller vous renseigner si ça vous intéresse. L'idée c'était de souligner que c'était pas qu'il y avait des démarches similaires qui se mettaient en place un peu partout en Europe. Voilà, et je vais laisser la parole à Julia pour la suite. Oui, merci Claudine. Bonjour à tous. Donc moi je vais passer donc à la deuxième partie peut-être un peu plus spécifique du coup du point de vue du financeur, à savoir comment choisir un projet et ensuite comment je vais financer et contractualiser avec les porteurs de projets ou les différents acteurs qui gravitent, on va dire, dans ces démarches bas carbone. Alors déjà, avant de choisir un projet, on va faire un petit tour d'horizon des projets éligibles. Donc Claudine l'a un petit peu évoqué, on en a parlé aussi dans les webinaires précédents. Le label bas carbone, il s'applique à tous les secteurs qui ne sont pas déjà couverts par le marché européen d'échange de quotas ou par, on va dire, les objectifs réglementaires, notamment sur les secteurs énergie et industrie. Donc, il s'applique globalement à tous les secteurs diffus. Donc, le secteur diffus, ça va être le transport, le bâtiment, les déchets, l'agriculture, la forêt. Donc, ça va être, les projets éligibles vont être dans ce secteur-là. Ils vont être présents et s'appliquer sur le territoire national. Mais il faut aussi, le prérequis, c'est qu'il y ait aussi des méthodologies qui existent. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 4 méthodologies qui ont déjà été validées par le ministère. Et donc du coup, les projets qui peuvent être labellisés aujourd'hui répondent à l'une de ces 4 méthodologies. Donc les méthodologies, il y en a une agricole, qui est la méthode Carbone Agri développée par l'Institut de l'élevage, donc qui vise notamment les différents leviers de réduction des émissions dans une exploitation d'élevage bovin. Et il y a 3 méthodes forestières qui ont été proposées donc, par le Centre national de la propriété forestière et qui concernent le boisement, la reconstitution de peuplements forestiers dégradés en France. Et donc ça, c'est une méthode qui malheureusement va prendre un petit peu d'ampleur probablement dans les années qui viennent et déjà aujourd'hui. Et enfin, la conversion de taillis en futaie. Donc ça, c'est les méthodes qui existent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les projets répondent à ces méthodes. Et donc, pour plus d'informations, Claudine l'a mentionné, vous aurez des webinaires dédiés la semaine prochaine pour présenter plus en détail ces méthodologies. Par contre, donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, mais il y a pas mal de choses qui sont en préparation pour demain. Donc, il y a un certain nombre de méthodes qui sont aujourd'hui en développement et qui permettront demain donc, de labelliser des projets dans un nombre beaucoup plus important de secteurs et un nombre beaucoup plus important de pratiques. Donc là, vous avez une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais qui est un petit peu dans le radar du ministère aujourd'hui,
dans les méthodes en cours de préparation. Donc, il y en a qui sont presque achevées, il y en a qui sont vraiment au tout début. Donc, en termes d'avancement, c'est très, très divers. Mais grosso modo, il y a pas mal de méthodes dans le secteur agricole. Donc, voilà, sur les grandes cultures, les haies bocagères, l'agroforesterie, l'arboriculture. Quelques méthodes un peu plus forestières en cours de développement sur la gestion du risque incendie, la sylviculture à couvert continu, la restauration des mangroves, et des méthodes un petit peu aussi qui commencent à émerger sur tout ce qui est économie circulaire, matériaux de réemploi, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il y a dans le radar. Donc on peut dire que d'ici la fin de l'année, il y a une partie de ces méthodes qui vont être validées a priori, notamment, je pense, plusieurs dans le secteur agricole qui sont pas mal avancées. Et ça, on peut imaginer que d'ici l'année prochaine, on ait à peu près l'ensemble de ces pratiques qui soient couvertes. Alors ça, c'était aussi pour vous resituer un petit peu le contexte européen par rapport à ce qu'a mentionné Claudine tout à l'heure. La plupart des labels domestiques qui sont présents sur le territoire européen sont quand même relativement focalisés sur ce qu'on appelle le secteur des terres, donc grosso modo l'agriculture, la forêt. Les zones humides aussi sont inclus là-dedans. Donc les principaux types de projets en Europe, c'est surtout des projets de boisement, d'afforestation, en lien, comme l'a dit Claudine, avec le Woodland Carbon Code au Royaume-Uni. Et le reste, ça commence un petit peu à émerger, donc sur de la gestion forestière améliorée, de la restauration des zones humides, du carbone dans les sols agricoles, par exemple. C'est pour vous resituer un petit peu le contexte européen, on va dire, sur ce type de projet. Alors, maintenant, pour revenir au label bas carbone, ça a été également évoqué dans les webinaires précédents, c'est les différents types de réduction d'émissions que le label va permettre de labelliser. Donc, grosso modo, il y a deux grands types pour simplifier. Les réductions d'émissions directes, c'est celles qui ont lieu sur le périmètre du projet, qui sont vraiment la conséquence directe du projet. Parmi celles-ci, on a des réductions qui vont être effectuées, donc qui ont eu lieu dans le passé, et des réductions qui vont être anticipées, donc qui auront lieu dans le futur. Je vais y revenir juste après. Et le label a aussi vocation à prendre en compte la dimension empreinte, c'est-à-dire les réductions d'émissions indirectes, donc qui n'ont pas lieu sur le périmètre du projet et qui sont la conséquence indirecte, on va dire, du projet. Mais si on veut être dans vraiment une démarche globale de mesure de l'impact climat et de l'impact en termes de réduction d'émissions, c'est important de prendre également ces réductions d'émissions indirectes qui peuvent être, par exemple, la prise en compte des importations de soja, par exemple, quand on regarde les exploitations agricoles, pour être sûr de ne pas plus valoriser une exploitation qui importerait du soja par rapport à une exploitation qui prendrait elle-même en charge les protéines végétales sur son propre périmètre. Donc ça, c'est un peu les deux grands types. Et donc, plus spécifiquement aujourd'hui, pour rentrer un peu plus dans le détail sur les réductions d'émissions directes, on va avoir des réductions d'émissions donc effectuées et des réductions d'émissions anticipées. Donc, les réductions effectuées, c'est grosso modo, je labellise ce que j'ai fait dans les années précédentes. Par exemple, un projet agricole, mettons de réduction des intrants, je vais mettre en place des pratiques pour réduire les intrants entre l'année 0 et l'année 5. Et en année 5, je viens vérifier que, effectivement, j'ai bien réduit de temps mes intrants sur les 5 années précédentes. C'est ça qui va être labellisé, les réductions d'émissions en année 5. Et du coup, on va labelliser ce qui s'est passé les années d'avant. L'autre cas, c'est celui des réductions d'émissions anticipées. Donc, c'est typiquement pour des projets qui sont souvent sur des durées de vie plus longues et qui vont avoir, on va dire, des investissements potentiellement importants au début, mais des réductions d'émissions qui vont venir sur le long terme. Par exemple, les projets forestiers pour lesquels il faut prendre en compte le temps de croissance des arbres. Donc là, on va mettre en place, par exemple, le projet de boisement en année 0. En année 5, on va venir vérifier que le boisement a réussi, qu'on a les bonnes densités, que les plants sont viables, etc. Et on va labelliser le projet à ce moment-là, mais on va compter le carbone sur une durée plus longue. Là, en l'occurrence, de 30 ans pour les projets forestiers. Et donc, on va labelliser en amont des réductions d'émissions futures qui auront lieu demain, grosso modo, à partir du moment où on s'assure qu'un stade crucial de développement du projet est passé, qui correspond à la vérification en année 5. Et donc ça, c'est pour justement prendre en compte les projets pour lesquels les gains en termes de CO2 arrivent sur plusieurs décennies, comme les projets forestiers. Et du coup, le risque, on va dire que les réductions d'émissions ne soient pas celles escomptées après les 5 ans, sont gérées par le mécanisme des rabais pour la non-permanence que Claudine a évoqué tout à l'heure, par exemple pour les projets forestiers. On va, au lieu, mettons, un projet doit séquestrer 150 tonnes de CO2, en fonction de son degré de risque, peut-être qu'en fait, on va labelliser que 110 tonnes de CO2 pour s'assurer qu'au global, sur tous les projets forestiers du label bas carbone, on ne va pas surestimer
on va pas surestimer les réductions d'émissions et donc inclure la probabilité qu'il y ait des aléas physiques qui interviennent sur certains projets. Donc voilà un petit peu, j'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. L'idée, c'est qu'on ne gère pas le risque physique, mais qu'on gère d'un point de vue comptable à l'échelle du label. Alors ensuite, du coup, voilà, une fois qu'on a fait un petit peu le tour des projets disponibles et des différents types de réduction d'émissions, comment je fais pour identifier un projet, du coup, si je suis un financeur? Il y a, on va dire, deux grandes possibilités, on reviendra plus en détail après. Le premier, c'est d'aller sur le site du ministère qui va lister les projets qui ont déjà passé la première étape de labellisation, la validation documentaire, et qui, du coup, sont des projets pour lesquels on a déjà estimé un gain en termes de CO2 à venir, et pour lesquels on a déjà estimé un certain nombre de co-bénéfices, donc d'impact, de points, on va dire, de notes sur les aspects biodiversité, eau, sol, etc. Donc, le ministère liste ces projets. Parmi ceux-ci, il y en a qui sont déjà financés, préfinancés. Il y en a qui sont encore en recherche de financement. Donc, c'est, on va dire, l'option peut-être la plus simple pour identifier des projets. En tout cas des projets qui sont déjà dans une phase un petit peu avancée. Et la deuxième option, c'est bien sûr de se rapprocher directement d'un porteur de projet, d'un mandataire ou d'un intermédiaire pour aller éventuellement enclencher un partenariat là peut-être plus structurant et en tout cas plus en amont avec ces différents acteurs sur un secteur, une localisation, etc. qui est ensuite discuté. Ensuite, du coup, si on peut passer, donc avec qui contractualiser. Donc là, j'ai mentionné rapidement les types d'acteurs. Pour faire simple, on aurait 3 grands types d'acteurs. Donc le porteur de projet, c'est celui qui va mettre en œuvre le projet sur le terrain, l'agriculteur, le propriétaire forestier, le gestionnaire, la coopérative, etc. Il va être accompagné souvent par un mandataire, c'est-à-dire un acteur qui est chargé de prendre en charge la démarche de labellisation pour le compte de ce porteur de projet, donc de faire l'appui technique souvent pour calculer les tonnes de CO2, de faire le lien avec l'administration, d'entreprendre les différentes démarches de labellisation, de faire appel à l'auditeur, etc. Donc voilà, ce mandataire peut être justement aussi éventuellement un gestionnaire, un institut technique qui va avoir, on va dire, la connaissance un petit peu de la filière et du projet pour accompagner le porteur de projet. Et enfin, on peut également avoir une autre étape qu'on a appelée là d'un point de vue générique les intermédiaires, qui peuvent être en fait n'importe quelle entité, donc voilà, institut technique, cabinet de conseil, collectivité, etc., qui vont en fait faire le lien entre les porteurs de projets et les financeurs. Donc les mandataires, c'est un terme qui est un peu réglementé dans le cadre du label bas carbone. Les intermédiaires, c'est un terme un peu générique, c'est pas cadré spécifiquement par le label, c'est n'importe quel acteur qui va justement faire le lien entre des porteurs de projets et des financeurs. Et donc, sachant bien sûr que les mandataires peuvent aussi être éventuellement intermédiaires. Voilà, c'est juste pour clarifier un tout petit peu la terminologie. Donc, l'entreprise peut soit effectivement s'appuyer sur un intermédiaire qui va potentiellement interagir avec plein de porteurs de projets et de mandataires, soit aller directement voir un porteur de projet ou un mandataire. Alors maintenant, on va passer à une petite partie un peu d'exemples et de cas types sur quand et comment financer. Parce que je pense que du coup, vous l'aurez compris, on en a déjà parlé dans les différents webinaires, mais le label bas carbone, c'est un label de certification, enfin de labellisation de projet, qui du coup ne régule pas le financement, la contractualisation, il n'encadre pas le financement des projets. Il apporte des garanties sur la qualité d'un projet et après, la contractualisation et le financement sont laissés libres, sont laissés à la libre négociation entre un porteur de projet et un financeur. Donc en fait, on va voir les différentes étapes, différentes possibilités, on va dire, pour un financeur d'intervenir dans le financement d'un projet. Alors là, je vous ai mis rapidement les grandes étapes. Donc, vous avez le processus de labellisation, donc le dépôt du document de projet et envers la première validation documentaire. Donc, c'est à partir de là que le projet arrive sur la page du ministère. Ensuite, le projet est mis en œuvre, il est vérifié et il y a une reconnaissance officielle des réductions d'émissions. Souvent, ça intervient grosso modo au bout de 5 ans. Pas forcément tout le temps, mais pour une partie des projets. Donc, on a un peu 3 cas types. Alors, bien évidemment, c'est des exemples et on peut avoir un peu tous les cas de figure entre les 3. C'est des exemples un peu clés. Le premier cas, c'est le fait de vérifier, d'intervenir, donc de contractualiser et de financer à la fin, une fois que tout est fait, entre guillemets, une fois que le projet a passé toutes les étapes de labellisation. Le deuxième cas, c'est de contractualiser à l'étape de validation du projet, donc à partir du moment où le projet est visible sur le site du ministère. Et le troisième cas, c'est une logique plutôt partenariale, c'est de co-construire
et contractualiser en amont avec un porteur de projet pour entrer ensemble dans une démarche de labellisation. C'est un peu les 3 cas que je vais vous présenter rapidement. Du coup, voilà. Du coup, le premier cas, on va dire, c'est peut-être le plus évident à comprendre et celui qu'on trouve grosso modo à l'international, souvent dans le financement de projets carbone à l'international. C'est je finance un projet une fois que tout est fait, donc une fois que toutes les étapes de labellisation sont passées, que les réductions d'émissions sont reconnues. Donc c'est vrai que c'est souvent dans une logique de compensation où l'entreprise cherche à acheter un volume, on va dire, de tonnes de CO2. Donc là, l'idée, c'est de choisir un projet qui vient d'être vérifié, donc pour lequel l'auditeur est passé et pour lequel la reconnaissance des réductions d'émissions va arriver. Grosso modo, il y a un petit laps de temps parce que le label demande à ce qu'au moment de la reconnaissance officielle des réductions d'émissions, le financeur soit identifié, comme on n'a pas de revente possible des réductions d'émissions. Donc ça veut dire qu'en gros, voilà, à partir du moment où le projet est vérifié et où on s'apprête à reconnaître les réductions d'émissions, le financeur peut intervenir. Bon, là, ça engage l'intégralité du financement vu qu'on arrive en bout de processus. En termes de communication, c'est assez simple également parce que c'est le schéma un peu classique. J'ai financé un projet qui a réduit de temps les émissions, ou alors j'ai compensé mes émissions avec un projet, etc. La temporalité, par contre, c'est de fait, la vérification pour une partie des projets arrive au bout de 5 ans. Donc, en termes de temporalité, c'est plutôt une option qui sera disponible dans 5 ans. Alors, ça dépend des projets. Il y a quelques projets forestiers ou même agricoles, je pense, où la vérification peut intervenir avant. Mais on va dire pour une partie des projets, c'est plutôt une option qui sera disponible dans quelques années. Il n'y a pas de risque pour le financeur parce que tout est déjà labellisé. Par contre, il y a un peu une incertitude et un risque pour le porteur de projet qui doit du coup mettre en œuvre son projet et avancer les fonds avant d'avoir la labellisation et du coup, il va devoir avancer les fonds et se faire rémunérer seulement à la fin du processus. Donc typiquement, pour des projets forestiers, ça peut être assez compliqué. Pour des projets qui vont avoir un gros investissement au début, cette option-là sera peut-être plus difficilement intéressante ou acceptable pour un porteur de projet. Voilà pour le cas 1 dans les grandes lignes. Le cas 2, donc c'est l'étape un peu intermédiaire, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure en parlant de la page web du ministère. C'est en gros, le projet a passé la première étape de validation. La validation donc documentaire, le ministère a attesté que le projet est bien conforme à la méthode. Il est publié sur le site avec un potentiel de réduction d'émissions et avec une note environnementale. Et à ce moment-là, le financeur intervient. Donc là, il peut financer, du coup, accompagner le projet dès le début, parce que souvent, à ce moment-là, le projet n'est pas encore mis en œuvre. Donc la contractualisation peut se faire à ce moment-là. Le financement peut se faire soit intégralement à ce moment-là, soit éventuellement échelonné en plusieurs fois. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être vues dans la contractualisation. J'y reviendrai après. Et en termes de communication, par contre, il y a une petite, on va dire, subtilité, c'est que là, il faut bien mentionner qu'effectivement, on a financé un projet qui est validé et qui va permettre ou qui devrait permettre de séquestrer ou d'éviter tant de tonnes de CO2. Parce que bien sûr, à ce moment-là, les réductions d'émissions n'ont pas encore été complètement reconnues, puisque ça intervient après l'étape donc de vérification, souvent 5 ans après. En termes de temporalité, là, il n'y a pas de sujet, vu qu'il y a déjà des projets sur le site du ministère en attente de financement, donc le financeur peut s'engager dès le début. Et en termes de risque, c'est, on va dire, relativement partagé, dans le sens où le financeur détermine quel montant de préfinancement il apporte, est-ce que c'est tout ou partie du financement, et après le risque lié, le risque que le projet ne délivre pas le nombre de réductions d'émissions prévues peut être porté, on va dire, d'un côté ou de l'autre. Ça, j'y reviendrai aussi après. Le porteur de projet peut s'engager à refaire labelliser. Le financeur peut accepter une part d'incertitude. Ça, j'y reviendrai après, mais ça peut être relativement équilibré, on va dire, dans la contractualisation. Enfin, le troisième cas, donc c'est le cas pour l'instant qu'on voit le plus de fait aussi en lien avec la relative jeunesse du label, c'est en fait celui d'un partenariat qui se constitue dès le début entre un financeur et un porteur de projet en vue de co-construire ensemble un projet pour le faire labelliser. Donc là, c'est vraiment une intervention du financeur qui est très en amont, dans une logique souvent plutôt quand même partenariale, avec des partenariats de souvent plusieurs années. Donc les partenaires s'engagent, le financement pareil peut être versé en intégralité au début ou après, en plusieurs étapes, ça c'est aussi en discussion. Et en termes de communication, là par contre, la communication bien évidemment ne peut se faire que sur l'engagement dans la démarche, parce qu'on est en amont de toutes les étapes de
de validation et de vérification du projet. Donc là, on peut juste dire, on s'engage à lancer un projet qui va être en vue de le faire labelliser ou qui va être soumis à la labellisation bas carbone. Voilà, là, dans la temporalité, on est un petit peu en amont. Pour le porteur de projet, c'est l'option idéale parce que bien évidemment, il a identifié son financeur dès le début, donc il peut, on va dire, mettre en œuvre son projet de manière sereine et avec une avance de financement. Pour le financeur, de fait, il y a un risque un peu plus important parce qu'on est en amont donc, de toutes les étapes de validation. Donc là, c'est important de gérer dans la contractualisation qu'est-ce qui se passe si le projet n'est pas validé ou les réductions d'émissions ne sont pas reconnues ou pas à la hauteur prévue. Alors là, justement pour donner quelques petits exemples de ces 3 cas sur cette frise. Le premier cas, on va dire le plus simple pour le financeur, donc où je finance en bout de course, au bout de toute la démarche de labellisation. Donc ça, voilà, c'est souvent dans une logique de compensation où ça peut également aussi arriver quand le porteur de projet peut-être n'a pas vendu, il a eu qu'une partie de cofinancement de son projet et il y a un certain nombre de réductions d'émissions qui n'ont pas été financées. Donc on peut imaginer que sur les gros projets, il puisse rester des réductions d'émissions entre guillemets à vendre ou qui sont toujours à financer à la fin. Le second cas, donc le financement intervient ou la contractualisation intervient au moment de la validation du projet. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est surtout pour les projets, c'est pertinent pour les projets qui nécessitent des investissements initiaux assez importants avec un gain carbone qui intervient plus tard, comme par exemple les projets forestiers. On a une variante un petit peu de cette option-là qui est la contractualisation qui intervient au moment de la validation pour engager, où le financeur s'engage typiquement sur un montant de financement, sur un prix du carbone, etc. Il y a un contrat qui se met en place avec le porteur de projet. Par contre, le financement effectif n'intervient que à l'étape de vérification de reconnaissance officielle. Ça peut arriver, par exemple, on peut imaginer pour des projets type, par exemple, changement de pratique dans le secteur agricole, où il n'y a pas forcément des coûts très importants et où, si l'intégralité du financement arrive au début, le porteur de projet sera peut-être moins incité à poursuivre la mise en place des pratiques après. Donc ça, c'est des projets typiquement où ça peut être pertinent de contractualiser au début, mais de financer peut-être pas tout au début, ou au moins une partie du financement après la reconnaissance officielle, par exemple. Et enfin, le dernier cas, donc le cas un petit peu de partenariat et de co-construction du projet. Donc, c'est ce qui permet aussi au financeur d'influer le plus sur le type de projet qu'il va financer, à savoir en termes de localisation, en termes justement de secteur, de pratique, de co-bénéfice. Il a là l'opportunité justement de discuter avec le porteur de projet sur le type de projet qu'il aimerait financer. Et on voit que c'est souvent des projets, par exemple, qui sont sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Ou qui sont d'une manière ou d'une autre connectés, on va dire, en termes de chaîne de valeur, en termes de localisation, assez fortement à son activité. Voilà un petit peu pour ces cas types. Alors encore une fois, il y a toutes les variantes un petit peu entre, mais c'est pour cibler. À l'inverse des labels justement internationaux, on est plutôt dans l'achat de crédit carbone. Là, c'est plutôt une logique de financement de projet. Et donc où le volet préfinancement est quand même important pour une grosse partie des projets. Enfin, donc le dernier cas, là c'est plus pour ouvrir un petit peu les horizons. Si justement un financeur, un partenaire souhaite s'engager un peu au-delà du financement de projet pour promouvoir justement le développement de pratiques de réduction d'émissions dans les territoires, sur d'autres secteurs, etc. Ça peut être contribuer au financement d'une méthode si elle n'existe pas. Comme ça, là aujourd'hui, les méthodes ont été beaucoup financées par des fonds européens, mais voilà, on peut imaginer que des financeurs s'impliquent aussi pour faire financer de nouvelles méthodes, financer des projets expérimentaux, donc pour tester un petit peu justement les méthodes. C'est par exemple ce qu'a fait le groupe La Poste pour les premiers projets forestiers. Pourquoi pas lancer un appel à projet avec un prix garanti de la tonne de CO2 pour stimuler un certain type de projet qui est pertinent pour l'entreprise, accompagner la procédure de labellisation, financer des actions d'animation aussi. On peut imaginer que ça sort complètement du cadre de labellisation, mais que ça peut être aussi d'autres modes d'intervention de certains financeurs qui ont des démarches peut-être stratégiques assez importantes sur certains secteurs. Alors là, j'ai passé assez rapidement, j'ai mis quelques exemples d'items qui peuvent figurer dans le contrat. Bon, c'est assez évident, mais bien évidemment, le volume de réduction d'émissions, la note environnementale escomptée quand on est sur des projets donc, qui vont avoir une note environnementale, le calendrier de financement, donc, que j'ai évoqué dans les options précédentes, le montant du financement ou le prix de la tonne de CO2, c'est-à-dire que le prix n'est pas forcément
à ramener, enfin le montant du financement n'est pas forcément à ramener systématiquement à la tonne de CO2. Ça c'est aussi, ça dépend un peu de la démarche. Et aussi bien évidemment l'engagement du porteur de projet dans la durée du projet. Enfin voilà, c'est quelques exemples assez rapides. C'est plus voilà, plus pour donner un aperçu un peu général. Et enfin, par contre, ça c'est quelque chose, pour vous donner quelques exemples, c'est quelque chose sur lequel on prévoit peut-être d'approfondir un peu, de vous donner plus de billes dans les prochains mois. C'est sur des exemples de bonnes pratiques, on va dire, à avoir dans la contractualisation ou de choses à penser. Typiquement, côté financeur, ça peut être par exemple de s'assurer qu'il y a une partie de cofinancement, enfin d'autofinancement du porteur de projet. Sur les projets forestiers, c'est quand même assez important de s'assurer qu'on ne finance pas le projet à 100%, mais que le porteur de projet est aussi impliqué dans le financement du projet. Par exemple, pour le porteur de projet, ça peut être de bien faire attention à ce que les coûts d'audit, de faire appel à l'auditeur au bout de 5 ans, soient bien inclus dès le début également dans les coûts du projet totaux qui sont discutés avec l'entreprise, de manière à ce qu'on n'ait pas un souci 5 ans plus tard de en fait, on n'avait pas prévu qu'il fallait payer un auditeur. Et donc, du coup, ça a posé des problèmes entre le financeur et le porteur de projet. Après, le point un peu clé, où là, il n'y a pas une réponse type, c'est plus des pistes, et encore une fois, c'est très ouvert, c'est la gestion, on va dire, du risque, savoir si le projet ne délivre pas les réductions d'émissions attendues, qui est-ce qui porte le risque. Donc, on peut imaginer que, par exemple, si c'est le porteur de projet, je prends un exemple de projet forestier, si au bout de 5 ans, les densités ne sont pas atteintes, on peut imaginer que le porteur de projet s'engage à reboiser pour atteindre les densités minimales. Si par exemple, au contraire, si c'est l'entreprise qui porte le risque, on peut imaginer que comme on est sur du prévisionnel, on n'est pas forcément à la tonne de CO2 près, et donc que l'entreprise soit prête à se dire, ok, une marge de plus ou moins 10% par exemple sur les réductions d'émissions attendues dans les deux sens. Ce qui répond aussi par exemple à la question si le projet surperforme par rapport à ce qui était prévu, qui bénéficie de la surperformance. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à clarifier justement au moment de la contractualisation, que le label ne régit pas, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais par contre, on peut essayer de donner après des conseils et des bonnes pratiques sur le sujet. Voilà, j'ai fait le tour de la partie un peu plus contractualisation, financement. Donc je vais laisser la parole à Claudine qui va vous parler de prix du carbone et de montant du coût du financement. Merci Julia. Alors sur la question du prix de la tonne de CO2, donc on rappelle que le prix n'est pas encadré par le label, c'est pas un prix fixe, c'est un prix qui est négocié entre les porteurs de projets et les financeurs. Je clique juste sur un petit truc pour voir mes slides de mon côté. Voilà. Alors, on vous a mis sur cette slide des exemples de déterminants du prix, à la fois côté porteur de projet et côté financeur. C'est bien sûr pas une liste exhaustive, c'est plus pour apporter un peu de moulin en réflexion et apporter des premières idées. Donc, côté porteur de projet, le porteur de projet, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est proposer un prix plancher. Donc, c'est le prix en dessous duquel ça ne sera pas incitatif et a priori, il n'y aura pas de raison de s'engager dans le projet. Et ce prix plancher doit à minima donc couvrir les coûts propres au projet. Donc, ça peut être des investissements initiaux dans le cadre de projets forestiers, ça peut être des coûts de fonctionnement, c'est-à-dire des besoins de formation, etc., propres au projet. Il faut également que ça couvre ce que Julia évoquait, les coûts de transaction, dont les coûts d'audit qui sont portés par le porteur de projet, mais il y a aussi donc les coûts, le temps passé pour déposer le projet, pour collecter les données, faire les calculs des réductions d'émissions, etc. Et il faut aussi prendre en compte d'autres enjeux comme le consentement à recevoir des acteurs qui mettent en place les actions de réduction d'émissions ou de séquestration de carbone. Et il faut à minima que ça couvre le risque pris par ces porteurs de projets pour que ce soit incitatif et qu'ils s'engagent dans la démarche. Et par ailleurs, les co-bénéfices, le type de co-bénéfice peut être aussi intégré au prix du carbone. Donc un projet, plus il va avoir de co-bénéfices et des co-bénéfices spécifiques, ça pourra se refléter dans le prix du carbone. Et finalement, le prix du carbone reflète à la fois les réductions d'émissions, mais aussi d'autres services écosystémiques qu'un projet peut rendre.
Donc ça, c'est côté porteur de projet. Côté financeur, donc là, ça va être plutôt la démarche inverse, en fait. Quel est le prix plafond qui peut être versé pour un projet. Alors, les deux paramètres principaux à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un besoin de volume strict de réduction d'émissions, enfin, est-ce que le volume de réduction d'émissions à acheter est strict, et ça, c'est dans le cas de la compensation. Du coup, il faut un volume identique enfin, qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'acteur qui finance les projets. Et est-ce qu'il y a un budget contraint pour le financement de projets de réduction d'émissions? Et dans ce cas-là, un simple produit en croix permet de déterminer le prix plafond pour les tonnes de CO2 équivalents. Mais il n'y a pas forcément, enfin tous les financeurs n'ont pas forcément des volumes stricts à acheter. Enfin, c'est vraiment très spécifique au cas de la compensation, cette idée de volume strict. Et ensuite, il peut y avoir aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc encore une fois, les co-bénéfices. Les entreprises peuvent être intéressées par des projets à co-bénéfices spécifiques et être prêts à, du coup, sur ces projets-là, payer la tonne de CO2 plus cher que pour d'autres projets. Même parfois, les projets certifiés par un cadre de certification carbone, ça peut être une façon de les financer, mais finalement, l'enjeu climat n'était pas toujours la porte d'entrée. Enfin, on peut imaginer un exemple hypothétique d'une collectivité qui va financer des projets de gestion améliorée des haies, par exemple, des projets donc labellisés en achetant donc des réductions d'émissions, mais l'objectif premier était par exemple de lutter contre les inondations et pas tellement de stocker du carbone. Et dans ce cas de figure, les co-bénéfices peuvent d'autant plus se refléter dans le prix du carbone finalement. Et puis il y a aussi des enjeux de communication, notamment dans le cadre de la compensation. Compensation, elle est quand même beaucoup discutée en ce moment. On rappelle bien que le compenser, c'est pas un droit à polluer, un droit à émettre. Il faut faire au maximum les efforts pour réduire en interne. Voilà, mais la question peut se poser avec des prix du carbone, des crédits achetés à 1, 2, 3 euros. Quelle communication est possible derrière de la part des entreprises? Et ce qu'on peut aussi imaginer, c'est avoir finalement un panachage de projets avec des projets en France et à l'international, des projets de différents types sur différents secteurs, avec des prix assez variables. C'est quelque chose qui est complètement possible de faire pour les entreprises. Alors là, on vous a remis, pour situer un peu les choses, des exemples de prix du carbone dans différents systèmes. Alors les trois premiers, c'est les équivalents au label bas carbone. Donc le troisième, c'est les premiers projets là dans le cadre du label bas carbone. Donc en France, c'est donc sur les projets agricoles et forestiers entre 20 et 50 euros la tonne sur les premiers projets. On vous a remis pour information le prix moyen des crédits au niveau européen, donc labellisés par les labels qu'on a évoqués précédemment. Donc il est de 13 euros la tonne, donc et c'est très variable, ça va de 6 euros à 110 euros en fonction des projets. Et puis on a remis aussi le prix international qui est beaucoup plus bas, avec 3 euros la tonne, et qui est également extrêmement variable, allant de quelques centimes à plus de 70 euros la tonne. Et pour remettre en contexte, pour information, donc actuellement sur le marché européen d'échange de quotas, le quota est à 25 euros la tonne. On a, pour information aussi, on a mis la valeur de l'action pour le climat qui en 2020 est de 54 euros la tonne et mène à 250 euros en 2030. Donc 50 euros la tonne, là on voit que c'est à peu près dans l'ordre de grandeur des premiers projets du label bas carbone. Et puis la taxe carbone, la composante carbone, même si elle stagne, elle est tout de même à 44,6 euros actuellement. Et donc on rappelle également que donc les sommes versées sont soumises à TSR. En tout cas pour le moment, elles s'appliquent.
Et pour finir, donc quelques points sur les enjeux de communication. Donc, l'idée principale dans le cadre de la communication sur les projets financés par les projets certifiés par le label bas carbone financé, c'est d'être au maximum transparent sur ce qui est fait. Donc, tant que les projets n'ont pas été audités et que les réductions d'émissions n'ont pas été reconnues, on ne peut pas compenser les émissions, on ne peut pas dire qu'on a acheté tant de tonnes de CO2. Par contre, rien n'empêche de dire qu'on a financé un projet labellisé qui devrait permettre de réduire de temps. Voilà. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment d'être au maximum transparent sur ce qui est fait et où est-ce qu'on en est l'étape du projet, quoi. Donc, il y a un changement de communication entre entre la durée de vie du projet et le moment où le projet est audité et les réductions d'émissions sont reconnues. Et le point de vigilance à avoir, par contre, c'est sur la différence entre les réductions d'émissions effectuées et les réductions d'émissions anticipées dont on a parlé et qui correspond au cas des projets forestiers particulièrement. Il est important de bien spécifier le caractère futur des réductions d'émissions. Donc, dans le cadre de la communication, il faut être transparent sur le fait que les projets qui sont financés, c'est des projets qui vont permettre de réduire de temps les émissions, mais que ce n'est pas d'ores et déjà réalisé. Voilà. Et donc, en conclusion, pour revenir de manière un peu synthétique sur les différents points qui ont été évoqués, donc le label bas carbone, c'est un nouvel outil qui permet de financer des projets bas carbone labellisés sur le territoire national. Donc, il vient en complément des labels comme Gold Standard ou Verra qui s'appliquent plutôt dans les territoires, dans les pays en développement. L'objectif du label, c'est bien d'apporter des garanties sur l'impact réel en termes de climat des projets qui sont financés, et donc d'apporter des garanties que le financement apporté permet de déclencher une pratique qui ne se serait pas faite sans ce financement et qui a des réels impacts derrière, que ces projets sont alignés avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et qui ont des comptes qui vont dans le sens de l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. Le financement de projets, donc ça s'intègre complètement dans les stratégies climatiques des entreprises ou des collectivités. C'est un pilier parmi d'autres dans le cadre d'une stratégie climatique, à réduire chez soi, réduire les émissions de ses activités, réduire les émissions sur sa chaîne de valeur. Et ça, le label bas carbone peut aider à flécher vers des projets bas carbone à impact et financer des projets en dehors de la chaîne de valeur. Et là encore, le label bas carbone peut aider à flécher les financements vers des projets à impact. Et ce qui avait été aussi évoqué par Julia, le label bas carbone, c'est aussi une opportunité pour structurer des partenariats innovants avec les acteurs locaux, dans le sens où, comme vous l'avez vu, ça va, dans la plupart des cas, en tout cas c'est l'idée, ça va au-delà du simple achat de crédit carbone une fois que les projets sont vérifiés et que les réductions d'émissions sont reconnues. L'idée, c'est quand même de créer des relations de confiance entre porteurs de projets et financeurs et créer des partenariats. Voilà. Et en termes de perspective, donc là, vous l'aurez compris, c'est principalement les secteurs agricoles et forestiers qui ont démarré avec les premiers projets là qui sortent et puis des nouvelles méthodes en construction. Mais c'est bien un label qui est ouvert à tout secteur. Et comme Julia l'a rappelé, il y a aussi des méthodes là en réflexion en économie circulaire. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous les secteurs, et des nouvelles méthodes et des nouveaux projets sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Et donc, si vous voulez plus d'informations, donc il y a la page du ministère, il y a la page dédiée au label bas carbone sur le site du ministère, où vous retrouverez à peu près tous les documents, dont le guide pédagogique qui reprend vraiment toutes les étapes
de toutes les règles et toutes les procédures de validation, que ce soit pour les méthodes ou les projets. Et puis, vous avez aussi la plaquette du label bas carbone en 10 questions. Voilà, je crois qu'on en a fini pour la présentation. Et je pense que ça va être le moment des questions. On est pile poil dans le timing en plus. Parfait. Du coup, Clotilde, est-ce que tu es parmi nous? Alors, il y a eu énormément de questions. On n'aura, je pense, pas le temps de répondre à tout en 9 minutes. Mais donc, si on commence, il y avait toute une série de questions sur le type de financeur. Donc, qui peut exactement financer? Ça, on n'a pas bien compris qui finance. Est-ce que c'est une banque? Est-ce que ça peut être une collectivité également? Il y a une série de questions aussi sur quand on a un financement multiple, comment est-ce que ça se manifeste après en termes de communication? Est-ce qu'il y a un nombre de financements maximum, par exemple? Est-ce que ce nombre de financeurs ces financeurs multiples doivent être inscrits dès le début au registre, ou est-ce que ça peut passer par un intermédiaire? Et voilà, donc comment communiquer quand il y en a plusieurs? Donc ça, voilà, c'est une première question sur qui peut financer et comment ça se manifeste ces financeurs multiples en termes aussi de contrats. Voilà. Alors, Dimitar, tu réponds d'abord. Pardon, oui, Dimitar, je vois pas en fait qui est. Est-ce que Dimitar, tu voulais répondre ou pas? Où j'y vais? Oui, je peux répondre si vous m'entendez bien. Sur les financeurs, en fait, la question qui peut financer, tout le monde peut financer. Tout le monde, c'est ce qui a été présenté d'ailleurs, c'est souhaitable. C'est en termes de financement. Après, il y a eu plein de variantes de cette question. J'ai vu passer typiquement, est-ce qu'on peut. Donc, la TVA, vous l'avez vu, c'est dedans. En termes de financement, il y avait des questions un peu plus économiques. Si le prix monte, les financeurs n'auraient-ils pas l'intérêt d'attendre plutôt de financer maintenant et que les porteurs de projets attendent? A priori, non, parce que en fait, les scénarios de référence des projets peuvent évoluer aussi. Donc, si on est porteur de projet, on peut se retrouver dans le futur avec un scénario de référence qui est plus ambitieux, donc moins de réduction d'émissions. Donc, l'idéal, c'est que les prix du CO2, a priori, vont continuer à monter. L'idéal pour un porteur de projet économiquement, c'est de faire les travaux le plus tôt possible. Je ne sais pas, Dimitar, on t'envoie. Ouais, on t'entend pas très bien. Je pense que c'est une connexion qui saute un petit peu. Désolé, mais du coup, Claudine, peut-être tu veux prendre la deuxième partie de la question? En cas de financement multiple? Ouais. S'il y a plusieurs, financeurs, il faut bien déterminer à quelle hauteur en fait contribue chaque financeur, et donc chaque financeur aura sa part de réduction d'émissions. Donc par exemple, si un financeur finance 30% du projet, et ben il aura 30% des réductions d'émissions une fois qu'elles sont reconnues, quoi. Donc concrètement, ça se passe comme ça. Il y a des questions également sur l'assistance qui peut être apportée par l'infrastructure label bas carbone en termes de rédaction des contrats entre les porteurs de projet et les financeurs. Est-ce qu'il y a des modèles types et s'il y en a qui seront proposés et dans le même... Oui, et également, à partir du moment où il y a un contrat qui est librement rédigé, est-ce que ça implique qu'éventuellement le financeur puisse imposer certains choix techniques, certains itinéraires, par exemple, aux porteurs de projet? Peut-être du coup, moi, je peux prendre la deuxième partie, enfin, en tout cas, sur le fait d'imposer des choix techniques. C'est pas, je
dirais non dans la mesure, enfin disons que c'est plus un processus qu'on a pu voir dans les premiers projets de co-construction en fait. C'est que le porteur de projet va arriver avec ses contraintes, avec ses possibilités, avec ce qu'il est capable de faire typiquement sur un projet forestier en termes d'essence, en termes de, enfin voilà, de conditions pédoclimatiques, qu'est-ce qui va être adapté, qu'est-ce qui est faisable. Et le financeur va lui aussi arriver avec ses attentes. Et tout l'enjeu, c'est de voir voilà, dans quelle mesure c'est compatible. Mais par exemple, si le financeur dit bah, moi, je veux un projet qui a un fort impact sur la biodiversité, bah, du coup, voilà, ça va potentiellement encourager le porteur de projet à orienter un petit peu son projet dans ce sens-là, dans la mesure du possible. Après, on est toujours dans une phase de discussion et de négociation. Et pour être sûr aussi qu'il n'y ait pas de malentendu, il n'y a pas d'enjeu de foncier, d'accaparement des terres ou autre. C'est vraiment juste, le porteur de projet a une idée de projet, il a une action, par exemple, qu'il aimerait mettre en œuvre, et le financeur va permettre de déclencher cette action-là. Et après, les modalités du coup du projet, dans les cas où on est financé vraiment en amont, effectivement, dans le cas idéal, c'est co-construit. Après, bien évidemment, chacun ajuste ses attentes aussi en fonction de ce qui est possible de faire. Et en termes de contrat type, je ne sais pas si Dimitar, tu veux peut-être répondre. Est-ce que le ministère sera en capacité de proposer des contrats types ou de l'aide à la contractualisation? Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas de contrat type mais c'est une très bonne idée. Il faut l'examiner de plus près. Et je profite juste peut-être sur les financeurs aussi. Il avait une question qui me paraît intéressante à traiter. Est-ce qu'une collectivité peut, dans le cadre d'un engagement d'utilité carbone, valoriser les réductions d'émissions acquises à travers le label? A priori, ce n'est pas l'idée des plans climat. L'idée, c'est de réduire des émissions sur site, sur le territoire donné, qui n'empêche pas d'ailleurs de faire des projets sur son propre territoire, label bas carbone. C'est juste qu'il faut être conscient que ces crédits vont être achetés par quelqu'un pour qu'il puisse les mettre. Il ne faut pas qu'il y ait des émissions qui soient émises ailleurs. Donc, côté administration, on a tendance à dire que dans le cadre du climat, il faut réduire le site, quitte à faire aussi un peu du label si la collectivité. Dimitar, je suis désolée, je crois je sais pas si, ouais, ça va être un problème de connexion, mais on n'entend pas très bien. Et bon, je pense que de toute façon, sur cette question, on pourra aussi, comme je le disais, hein, enrichir le FAQ et apporter des éléments de réponse sur la page label bas carbone du site du ministère. Du coup, peut-être, on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Ah oui, ou Julia, si tu voulais. Non, c'était juste pour dire en deux mots, je ne sais pas du coup ce qui a été entendu ou pas, mais oui, tout le monde peut financer un projet, donc une entreprise, une collectivité, enfin voilà, il n'y a pas de contrainte sur le financeur. J'ai pas forcément tout compris non plus l'intégralité de ce que Dimitar a dit, mais c'était voilà pour au moins répondre de manière simple à la question. Désolée. Alors, peut-être si on a le temps pour une dernière question. Il y avait plusieurs questions sur les différents périmètres sur lesquels on peut réduire. Donc, par rapport à une entreprise qui a déjà fait son bilan carbone, est-ce qu'elle peut une fois qu'elle a réalisé son bilan carbone, est-ce qu'elle peut réduire sur ses propres activités, sur un scope qui fait partie de ses activités? Comment est-ce qu'une entreprise peut communiquer s'il y a moyen de certifier des activités qui soient donc sous sa propre chaîne de valeur? Ça recoupe aussi. Et puis, il y avait une question, si je tire le fil un peu plus loin, est-ce que quand on a des réductions d'émissions qui sont certifiées sur des produits, est-ce qu'il existe un type de communication sur produits? Ok, ça fait pas mal de questions. Alors en soi, oui, une entreprise peut financer des projets sur sa chaîne de valeur sans problème, quoi. Sur la question de la communication derrière, effectivement, c'est pas si simple. Parce que si on était, dans le cas classique, le cas le plus simple, on va dire, c'est les entreprises qui ont un objectif de neutralité carbone, par exemple sur leur scope 1 et 2, donc sur leur activité propre, et qui peuvent envisager de compenser leurs émissions en finançant des projets sur leur chaîne de valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'insetting.
c'est assez simple à comprendre et facile à expliquer. Là où ça se corse un peu, c'est quand, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est quand les entreprises ont des objectifs de réduction d'émissions sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, voire un objectif de neutralité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et là, effectivement, c'est plus possible de compenser ces émissions à partir de projets sur la chaîne de valeur, parce que ça reviendrait à double compter finalement ces réductions d'émissions pour un même objectif, pour une même communication d'entreprise, quoi. Et donc là, pour information, alors on n'a pas forcément toutes les réponses. Il n'y a pas de référentiels qui font référence sur la façon de communiquer dans ces cas-là. À quelle hauteur une entreprise doit contribuer au financement de projets sur sa chaîne de valeur et comment communiquer derrière, comment ça s'inscrit dans le cadre du bilan carbone, etc. Il n'y a pas un référentiel clair et précis sur ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut pas faire. Pour information, on a lancé un groupe de travail pour mener ces réflexions sur les filières agriculture, alimentation. Et donc l'idée, c'est de regrouper des agro-industries pour réfléchir à cette question-là. Mais c'est une très bonne question, en tout cas, qui va nous occuper, je pense, dans les prochains mois. Et la deuxième partie, c'était quoi déjà? Il y avait un deuxième bout de question. Non, sur les produits, c'était ça. Ah oui, sur les produits. Alors ça, c'est aussi une réflexion qu'on mène, mais à l'heure actuelle, comme je le disais, le label bas carbone, c'est pas un label produit. Il permet pas de dire ce produit est bas carbone. Il permet de dire uniquement ce projet a réduit de temps. Voilà. Même s'il y a des réflexions pour voir comment faire des liens entre le label bas carbone et d'éventuels affichages GES, des affichages carbone de produits, mais en tout cas, en l'état, le label bas carbone ne permet pas de dire qu'un produit est bas carbone. On s'arrête là ou est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je sais pas. On va devoir. J'en prends une courte peut-être. Ouais. Non, d'accord. Ouais, désolée, on a dépassé le timing officiel. De 2 minutes. Merci beaucoup d'avoir suivi encore nombreux ce webinaire. J'ai plus de 200 participants aujourd'hui. Et puis, du coup, on vous dit peut-être rendez-vous donc lundi prochain pour la présentation des méthodes forestières et à mardi prochain pour la présentation de la méthode Carbone Agri. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.